Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ici au Phytoarc de Comté. Bienvenue aussi aux personnes qui sont toujours aussi nombreuses en ligne depuis toute la Suisse romande. Je m'appelle Cédric Lusier, je suis responsable de la communication pour la Fondation DIARC et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle édition des conférences InnoVibes sur le temps de midi qui sont organisées par la Fondation DIARC. Je vais prendre quelques minutes, pas plus, pour vous expliquer en quelques mots ce que fait la Fondation DIARC. Vous voyez ici ces missions sur l'écran. Je ne vais pas entrer dans les détails. L'essentiel, c'est de comprendre que DIARC est au plus près des entreprises, fournit des prestations, on l'espère, on en est sûr, de qualité pour accompagner l'innovation dans ces entreprises. Et on a des ancrages physiques que sont les sites technologiques. Il y en a un aujourd'hui qui est le Phytoarc, qui est spécialisé dans tout ce qui est valorisation des ingrédients naturels. Si on veut faire un peu court, ça va un petit peu au-delà de ça. Et sur chaque site, on essaye d'avoir une partie recherche et développement, une partie start-up, une partie industrie. Et sur ce site, on a même l'unicité d'avoir la FOVAM, donc institution de personnes qui remettent sur le marché du travail des personnes en situation de handicap, je vais y arriver, et qui ont leur atelier cosmétique ici sur place. Donc c'était bien aussi en adéquation avec l'esprit et avec le fait d'être au service de l'économie valaisanne. Plutôt que je vous parle en long et en large de la Fondation DIARC, vous avez ici nos supports de communication. Je vous invite à vous abonner, à lire, à relire, à liker tout ce qu'on essaye de faire au fur et à mesure des semaines. Vous avez même des résumés hebdomadaires par newsletter en fin de semaine. Là, on essaie de mettre vraiment en avant tout ce qui concerne le Valais technologique et innovant. Donc, c'est relativement large. Et vous avez en principe pléthore d'informations utiles et intéressantes sur ce Valais, cet autre Valais qu'on veut innovant, technologique et porter aussi sur la valorisation économique. Quelques mots à nouveau très rapidement. Je vois plusieurs têtes très connues qui ont déjà vu cette présentation et qui connaissent les conférences InnoVibes. On a quand même passé 40 conférences depuis 2017. On a toujours été là, même pendant la pandémie, toujours fidèle au poste. Et le but, c'est vraiment de faire découvrir des thématiques les plus variées possibles, toujours en lien avec l'innovation. Et l'autre objectif, c'est de faire découvrir les sites de la Fondation DIARC. La spécificité de ces conférences, c'est que c'est vous qui décidez des thématiques, des orateurs, des oratrices. Vous pouvez voter, vous pouvez mettre des petites étoiles sur le site innovibes.ch et vous pouvez également proposer des orateurs, des oratrices et des thématiques. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs pour nos oratrices de ce jour. On remercie la personne qui l'a proposé, qui est forcément dans la salle, puisqu'elle est intéressée par ça. Donc, n'hésitez pas, toute l'année, vous pouvez nous soumettre vos thématiques, vos orateurs et mettre ces petites étoiles pour voter. Deux save the date par rapport aux prochaines InnoVibes. Dans le Valais-Roman, on a fixé sur Monté le 12 septembre et sur Énergie-Police à Sion, donc le 28 novembre. Les thématiques, forcément, sont encore pas connues. On prendra ce qui est plébiscité quelques semaines avant la dite conférence. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. On aura le temps aussi d'échanger après à l'apéritif s'il y a besoin. On va traiter aujourd'hui de la question de la culture d'entreprise, qui est une thématique qu'on n'a encore jamais traitée depuis 2017. C'est dire s'il y a de la place pour encore d'autres thématiques. Et on a le plaisir d'accueillir Joanne Chicaron, qui est la directrice générale de Valeur Plus, qui est une spécialiste de la culture d'entreprise et de plein d'autres choses. Mais je pense que c'est elle qui va mieux se présenter que moi. Donc, je vais lui passer la caméra, je vais lui passer la télécommande. Et j'invite également les personnes qui sont en ligne à poser vos questions directement sur le chat de Zoom et je retransmettrai les questions à Joanne en fin de présentation. Voilà, je vous cède ceci et Merci. n'oubliez pas de prendre la caméra. Je ne vais pas oublier. Merci Merci, beaucoup. à tout à Alors, l'heure. je fais un petit salut pour la caméra, puis au passage pour les personnes présentes dans la salle. Merci beaucoup à la Fondation DIARC pour l'organisation de cette conférence. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter un petit peu
je dirais les ingrédients, on parle du succès de votre PME. Alors, c'est un bien grand mot et ça peut paraître ambitieux en 30 ou 45 minutes, mais on va traiter de cette question de la culture d'entreprise, qui est vraiment un élément clé, je dirais, pour pouvoir attirer, fidéliser et valoriser les collaborateurs que l'on a dans nos différentes sociétés respectives. En 2 mots, pour peut-être présenter rapidement Valeur Plus, alors on est actif dans le canton de Vaud. On est une entreprise basée à Vevey. Donc on emploie, je dirais, à peu près 25 collaborateurs. Dans le domaine de l'accompagnement d'entreprise, sur tout le volet stratégique, c'est un peu la raison de ma présence aujourd'hui pour ces aspects plus culturels d'entreprise, mais aussi surtout l'aspect de la formation managériale et aussi sur les volets RH. On fait notamment du recrutement, de l'assessment et du coaching. Voilà, ça c'est pour nos activités en entreprise. Et à côté de ça, on est également présent en mandat avec l'État de Vaud, où on accueille en fait à peu près 1900 personnes par année qui viennent suivre des formations en techniques de recherche d'emploi. Voilà. Comme ça, vous savez un petit peu à qui est-ce que vous avez affaire. Donc, la question du jour, finalement, de quoi se compose la culture d'une entreprise à votre avis? On parle souvent de culture d'entreprise, mais ça reste un thème assez vaste et on ne sait pas toujours mettre des mots sur finalement qu'est-ce qui fait l'ADN d'une culture d'entreprise et qu'est-ce qui la distingue. J'aime bien prendre cette métaphore. Quand on passe la porte d'une entreprise, généralement, on perçoit et on ressent des choses, mais on n'arrive pas toujours à dire de quoi ça vient. Souvent, c'est rigolo quand on fait, par exemple, la journée des métiers. Les enfants qui viennent découvrir les métiers dans vos entreprises disent « Ah, tiens, papa ou maman, ça a l'air sympa où tu travailles, les gens ont l'air gentils, etc. » C'est difficile de mettre des mots sur ce que ça témoigne, mais je vais essayer de vous en faire un bref aperçu. Un élément qui est très important quand on parle de culture d'entreprise, c'est vraiment l'ADN. L'ADN des fondateurs, l'ADN des personnes qui collaborent dans l'entreprise. Donc, on va mettre beaucoup l'accent sur cet esprit de collaboration et de management. Parce qu'on sait que j'aime bien exprimer ce petit mot-clé. On est souvent perçu en qualité de manager comme la courroie de transmission entre la direction et le terrain. Et c'est ça qui fait, je dirais, écho, quand on parle de culture d'entreprise, c'est finalement quel est le positionnement des cadres, mais aussi quel est finalement l'ADN qu'ils transmettent, avec quoi est-ce qu'ils managent leurs gens, avec des valeurs, avec des principes fondamentaux qui doivent être fédérateurs pour les gens. Donc, vous l'avez ici à l'écran, c'est quelques mots-clés, c'est bien évidemment pas une liste, je dirais, qui est exhaustive, mais on parle de vision. Je pense que c'est un élément très important dans la culture d'entreprise, c'est d'être capable de transmettre en qualité de chef d'entreprise, d'entrepreneur ou de cadre, d'être capable de transmettre une vision, une direction, où est-ce qu'on a envie d'amener nos équipes. C'est aussi, comme je le disais, la façon d'appréhender finalement la collaboration au quotidien. Est-ce qu'on a une entreprise qui est plutôt sensible au bien-être des équipes, à la satisfaction des gens, qui met beaucoup d'énergie et l'accent sur cet esprit de collaboration? Ou est-ce qu'on est plus une entreprise qui a une volonté d'innover, une volonté d'être vraiment dans la recherche de solutions, la participation active? Ou encore, une autre variante, ce serait de dire, bah, est-ce qu'on est une entreprise qui va mettre vraiment l'accent sur la notion de performance, d'objectif, de rentabilité? Alors, tous ces éléments que je viens de vous donner, on a l'impression qu'on ne peut pas les dissocier des uns et des autres, et quelque part, c'est vrai. On a besoin d'avoir un petit peu tout ça dans une culture d'entreprise pour que notre société fonctionne. Mais bien évidemment, qu'on a, je dirais, des proportions qui sont plus importantes selon les entreprises en fonction de leur ADN et de leur historique. Et je pense qu'il y a un élément qui est vraiment important à retenir, c'est que c'est l'humain qui façonne quelque part la culture de l'entreprise, mais aussi, bien évidemment, le produit et tout l'historique de la société. D'accord? Un élément qui me semble important quand on parle d'ADN d'entreprise, c'est de spécifier à quoi est-ce qu'on fait référence. Pour moi, la notion de culture d'entreprise, c'est vraiment le positionnement que l'on va donner à notre société. Et pour que ce positionnement il soit clairement établi, on a besoin d'avoir des principes fondamentaux. Ces principes fondamentaux, moi j'en dénombre 3, il y en a peut-être d'autres, hein. C'est vraiment d'avoir la notion de mission. On doit savoir, en tant que collaborateur et en tant que chef d'entreprise, pourquoi est-ce qu'on se lève le matin et pourquoi ça fait sens pour nous d'investir notre temps dans cette entreprise. Au service de qui et au service de quoi est-ce qu'on met notre énergie et pourquoi est-ce qu'on existe. Et ça, je pense que c'est un élément qui est très important. C'est vraiment d'être conscient qu'aujourd'hui, les nouvelles générations encore plus sont vraiment sensibles à cette question de raison d'être. On cherche un employeur parce que ça résonne pour nous,
la façon dont on va pouvoir travailler, collaborer, se relationner avec nos pairs. Donc, cette notion de mission, elle est très importante. Et puis, la notion de vision, bah, c'est pour toute entreprise le besoin de savoir où mettre le cap sur notre boussole. Quand on parle de direction, de où est-ce qu'on veut aller dans les 3 à 5 ans, c'est souvent ça qui fait des fois défaut. Hein. Pour nous qui avons l'habitude d'accompagner des entreprises, c'est que les collaborateurs ont le sentiment que, bien sûr, qu'à la tête pensante d'une entreprise, on sait toutes ces choses-là, mais est-ce que l'information, elle redescend au niveau des équipes? Et je pense que ça nécessite vraiment d'être au clair sur quelles sont les actions qu'on a envie d'entreprendre et où est-ce qu'on a envie d'aller. Et c'est garant vraiment de cette culture d'entreprise. Et puis, le dernier levier, qui est pour moi un des leviers très importants, surtout de nouveau pour le management, c'est vraiment la notion de valeur. Quand on parle de valeur, j'aime bien prendre cet exemple, c'est vraiment les principes fondamentaux qui vont guider nos actions au quotidien. On peut, en tant qu'entreprise, être dans une culture très orientée sur la performance, mais si derrière, on ne va pas avoir des personnes qui font le job, bah, ces gens ne vont pas y trouver du sens. Et la question des valeurs, c'est la façon de dire, on a envie d'aller à ce résultat-là, mais le chemin pour y arriver, le chemin qu'on va emprunter, bah, il va être parsemé quand même je dirais, de petits points de contrôle qui vont faire qu'on se respecte mutuellement, qu'on travaille dans la même direction, etc. Donc, c'est vraiment, je dirais, les garde-fous qui vont permettre de manager les équipes sur le terrain. Et il y a un élément qui est très essentiel par rapport à cette notion de valeur, c'est que le management, il doit montrer l'exemple. Et une culture d'entreprise, ça se vit beaucoup par l'exemplarité que transmet ses managers. Et ça, vous pouvez, je vois des têtes qui bougent dans la salle, je vois malheureusement pas ceux qui sont en ligne, mais c'est un élément qui est très important. Les collaborateurs vont être garants de la culture d'entreprise s'ils voient que ça vient d'en haut et que c'est aussi porté de la même façon. D'accord? Ce que je vous propose à présent, c'est par rapport à cette culture d'entreprise de découvrir un modèle. Alors, vous allez me dire, c'est un peu théorique, mais c'est un modèle qu'on utilise beaucoup en accompagnement. C'est basé sur des travaux de Cameron Quill. On n'a pas réinventé la roue, ça date d'à peu près des années fin 80 pour les plus cognitifs d'entre vous. Ce modèle, il est parti du postulat que chaque entreprise a 4 grandes orientations culturelles dans son mode de fonctionnement et que ces 4 grandes orientations culturelles, bah, elles sont sujettes à adaptation et à adaptabilité parce qu'en fonction de ce que vit l'entreprise dans son environnement, que ce soit à l'interne ou au niveau de son macro-environnement, eh ben, il va y avoir finalement des enjeux et il va falloir être capable de bouger les lignes. Mais bien évidemment, la culture d'une entreprise, c'est quand même quelque chose qui est relativement bien ancré. Donc, ça ne se décrète pas du jour au lendemain de changer de culture d'entreprise. Et ce modèle, on l'utilise beaucoup en accompagnement stratégique parce qu'il nous permet de faire en fait ce qu'on appelle un état des lieux, tout simplement. On voit des fois des entreprises qui, si j'ose me permettre l'expression, se prennent les pieds dans le tapis en voulant initier des changements beaucoup trop rapidement et qui se retrouvent bloquées parce que les équipes sur le terrain, elles n'adhèrent pas. Et ce constat-là, on le fait parce qu'on est capable de comprendre d'où est-ce qu'on part et avec qui est-ce qu'on doit composer. Et c'est ce que nous permet de faire finalement ce modèle, c'est de partir de ce postulat qu'on a ces 4 grandes orientations culturelles, mais qu'elles sont plus ou moins représentées avec des proportions, on le verra, j'ai quelques exemples tout à l'heure à vous montrer, avec des proportions plus ou moins élevées, et qu'en fonction de ça, on ne va pas répondre notamment à un changement de la même manière. Alors, pour vous dire quelques mots par rapport à ces différentes orientations culturelles, on s'aperçoit qu'on a 2 axes dans ce modèle, des types d'entreprises qui vont avoir une façon de réfléchir et d'agir de manière beaucoup plus rationnelle, avec une action et un focus mis vraiment sur la notion de processus, la notion de résultat. Et on va avoir des entreprises qui vont être beaucoup plus orientées sur la relation, que ce soit à l'interne avec leurs collaborateurs, mais aussi respectivement à l'externe avec leurs clients. Donc ça, c'est je dirais, les 2 grands axes on va avoir au niveau horizontal. Et dans la verticalité, on va retrouver une orientation plutôt basée sur la réflexion ou basée sur l'esprit de compétition. Et c'est là qu'on s'aperçoit de ces 4 grandes orientations culturelles. Alors, les entreprises hiérarchiques, pour vous donner quelques exemples, c'est des sociétés qui vont être très orientées sur la notion de qualité. C'est ça qui fait vraiment, je dirais, le mot d'ordre. Elles ne sont pas du coup nécessairement très douées dans la communication, dans les relations avec leurs clients. On achète leurs services parce qu'elles ont le savoir-faire. C'est ça qu'il faut imaginer. Elles ont le savoir-faire pourquoi? Parce qu'elles ont du process, elles ont de la fiabilité, elles ont du contrôle qualité, elles ont un modèle de gouvernance qui est relativement pyramidal, qui permet à tous les échelons de s'assurer que cette qualité, elle est au rendez-vous. D'accord?
Donc, un exemple d'entreprise qui serait à ce jour connue comme étant très hiérarchique, ben on prend souvent cet exemple, les entreprises qui interviennent dans l'industrie horlogère des sous-traitants. Le commun des mortels, le public, mais ils n'en ont aucune idée de qui sont ces entreprises, à part si on travaille là-dedans. Mais autrement, ce ne sont pas des entreprises qui sont visibles. Et pourtant, elles sont ô combien indispensables parce qu'elles amènent des compétences et vraiment un savoir-faire. Donc, on parle des sous-traitants horlogers, mais ça peut être aussi des entreprises qui sont dans le domaine de la pharma, peu importe. On a toutes et tous du hiérarchique dans nos cultures, mais là, c'est vraiment l'accent qu'on va mettre en priorité. D'accord. Ensuite, au niveau du marché, ça va être des entreprises qui vont être accentuées sur la notion de, je disais, compétition, résultat, performance. Donc, c'est des sociétés qui construisent leurs activités sur une base de productivité. Et pour ça, derrière, on a besoin d'avoir des collaborateurs et des cadres qui vont être garants de cette notion de performance. Toute entreprise a besoin d'avoir une orientation marché. Parce que sur la durée, si on n'a pas ça, on n'est pas pérenne. Mais dans le mindset, c'est pas pareil d'être le groupe mutuel, par exemple, qui a une orientation, qui a des produits qui sont mis à disposition des clients. Je prends un exemple de la région, mais il y en aurait plein d'autres. Au niveau international, on a des entreprises comme UBS qu'on détecte très facilement comme étant orientées sur le marché. C'est des sociétés qui vont mettre vraiment un point d'honneur à cette notion de performance. Ensuite, la docratie, c'est le terme le plus barbare, je dirais, du modèle. C'est vraiment le type d'entreprise qui va mettre l'accent sur l'innovation, la créativité, la recherche de solutions. Et pour ça, ils ont besoin de travailler dans une communauté. Ils travaillent leur communauté. Tout le monde connaît l'entreprise Coca, non pas Coca-Cola, mais Coca, celle qui est basée à Bussigny. Ils ont eu ce côté très innovant au départ en proposant un business d'affaires qui n'existait pas encore. C'est en ça qu'ils étaient très adocratiques. Et ils ont été très bons dans créer un sentiment d'appartenance avec leurs clients parce qu'ils font du lien. Ils font du lien, ils créent une communauté. On est des loutres, leurs collaborateurs sont des loutres, les gens qui. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment ce côté adocratie poussé dans ses grandes forces, on va dire ça comme ça. Et pour terminer, les entreprises claniques, c'est des entreprises qui ont la notion de service au cœur. Des entreprises qui ont une considération pour le client qui va au-delà de la rentabilité parfois, en se disant, j'ai envie d'investir pour mon client, j'ai envie de lui faire plaisir, j'ai envie qu'il soit content, et c'est pareil aussi pour mes collaborateurs. Donc, bien sûr qu'il me faut de la performance, mais ce n'est pas ça qui drive en premier. Je ne sais pas si vous me suivez puis que vous voyez un petit peu cette nuance. Donc, chacune de ces cultures, elles ont des bienfaits. Et comme je disais, l'ingrédient miracle, ce serait d'être bon partout. Mais on sait très bien que quand on est bon partout, on est excellent nulle part non plus. Ça, je pense que tout le monde en est conscient. Alors, cette culture hiérarchique, les bienfaits, c'est que forcément, les processus vont être maîtrisés, les rôles et les responsabilités de chacun dans l'entreprise, ils sont clairs. Donc, ça rend des organisations très solides en temps de crise, par exemple, parce qu'on a quelque chose sur lequel s'appuyer. Les entreprises marchés, elles vont avoir de l'ambition. Elles vont toujours vouloir faire mieux. Elles vont chercher constamment à évoluer dans leur marché, non pas pour le côté purement créatif, mais pour le côté compétitivité, parce qu'il faut rester l'acteur. D'accord. Il faut rester un incontournable. Donc, on va être assez rapide dans les ajustements aussi dans des sociétés marchés. On a des indicateurs, on a des tableaux de bord. Si on voit qu'on dérive de la cible, on corrige. D'accord. Donc, ça donne une grande réactivité dans ces modèles-là d'entreprise. Les entreprises adocratiques, comme je vous l'exprimais, elles recherchent des solutions, elles recherchent l'innovation. Et on voit, maintenant que je vous ai présenté les trois premiers, l'opposition qu'il peut y avoir entre la hiérarchie et l'adocratie. Parce que qui dit innovation dit pas toujours beaucoup de contrôle qualité, en tout cas le strict minimum pour pas, je dirais, brider ce côté créativité-innovation. Donc forcément, on est dans la recherche de solutions, on est innovant, on cherche des opportunités, on crée un contexte qui, pour les collaborateurs, est hyper stimulant, mais on ne va pas forcément avoir un cadre qui est toujours très bien posé et très rigide. D'accord. Et finalement, les entreprises claniques, elles mettent l'humain au cœur des préoccupations, comme je vous le disais, que ce soit au niveau des équipes ou au niveau de leurs clients. Et ça en donne des sociétés qui sont très orientées sur la notion de service et d'harmonie. D'accord. Et l'avantage qu'on va avoir dans ces entreprises, c'est qu'il y a une vraie considération pour les personnes. Il y a un vrai esprit d'équipe, un vrai esprit d'entreprise qui émane quand on a cette culture clanique. D'accord. Maintenant, tout est une question de dosage, j'ai envie de vous dire. Donc, quand on est dans le trop ou dans le pas assez, très vite, ça peut avoir des impacts et des répercussions. Alors, le trop dans une société qui aurait une culture hiérarchique trop représentée, ça peut traduire un manque d'émotion, un manque d'humanité.
parce qu'on est trop focus sur le process et la qualité, et on en oublie un petit peu le côté émotionnel ou le côté relationnel des situations. Hein. Et puis face à une situation qui est problématique où il faut agir rapidement, on verra 2-3 exemples tout à l'heure. On imagine une société qui a un mode de production, puis tout d'un coup, il y a une innovation technologique qui chamboule tout. Prenons l'exemple de l'intelligence artificielle, puisque c'est un thème qui est relativement d'actualité. Comment est-ce qu'une entreprise qui est hiérarchique va pouvoir réagir rapidement? Va poser des questions sur la protection des données, sur la législation à faire, etc., pour donner le cadre dont on a besoin dans ce genre d'entreprise. Mais pendant ce temps, il y a 2-3 concurrents qui ont déjà fait, qui ont sauté dans le premier wagon du train, puis qui ont un peu d'avance. Hein. Donc, le hiérarchique, c'est très bien, mais si on est dans une proportion trop élevée, ça coupe un petit peu court à ce côté créativité, innovation. Les orientations marché, on va considérer ces entreprises parfois comme trop sensibles aux résultats, de nouveau, au détriment de l'humain, mais pas pour les mêmes raisons que le côté hiérarchique. D'accord? Parce qu'on va vouloir être dans un mode où on va certainement parfois imposer certaines choses dans cette logique de productivité, de performance. Les entreprises adocratiques, on va les considérer, je dirais, parfois comme trop innovantes. À un moment donné, c'est de nouveau le parallèle que je peux faire avec le hiérarchique. On a de l'innovation, on a de la créativité, mais à un moment donné, il faut consolider aussi. Sinon, on prend le risque, de nouveau dans son extrême, de perdre un petit peu les équipes et puis de perdre le sens et la rentabilité aussi d'un projet. Parce que c'est super d'innover, de laisser open bar sur tous les projets qu'on peut avoir dans une entreprise, mais à un moment donné, il y a une réalité aussi économique derrière et une réalité d'équipe où les gens ils s'essoufflent au bout d'un certain temps quand on est constamment dans des phases de projet, etc. D'accord? Et pour terminer à nouveau, la culture clanique, le risque que l'on aurait si on est dans un excès de culture clanique, c'est qu'on loupe aussi certaines opportunités par peur de désécuriser nos équipes. Dans la culture du clan, on verra comment est-ce qu'ils réagissent face au changement. On est très sensible à ce que chacun ait sa place, trouve son rythme, se sente bien. Donc, quand on doit prendre des décisions qui sont parfois, en tant qu'entrepreneur, pas des décisions faciles, si on est dans cette culture du clan à l'extrême, on va avoir de la peine parce que ça touche beaucoup aux aspects émotionnels. Et on va avoir tendance à retarder certaines décisions au risque de se mettre en danger sur des aspects plus de pérennité d'entreprise. D'accord? Donc voilà cette base du modèle. Ce qui est intéressant, c'est chacun dans vos entreprises de faire un peu ce pas de côté, cette introspection pour se dire où est-ce que je me situe si je devais définir une ou deux cultures principales qui ressortent. Pour imager ça, je vous donne peut-être deux exemples. Ça serait le modèle d'affaires d'une entreprise start-up. Startup, pourquoi? Va mettre l'accent à fond sur l'innovation, mais a besoin rapidement de retour sur investissement pour pouvoir forcément honorer son conseil d'administration et les investisseurs qui ont investi des sous dans l'entreprise. Donc, il y a ce besoin d'être en compétitivité. Et si on veut être innovant, il faut réagir très vite à ce qui se passe sur le marché. Donc, une startup aurait tendance à avoir ce modèle, avec le temps, une propension à développer aussi cette culture du clan. Et je dirais, donner la réponse de comment est-ce qu'elle devrait s'adapter pour rester attractive pour ses collaborateurs, c'est augmenter ce côté clanique parce qu'après, les gens, ils ont besoin de se sentir fédérés. Et ça, c'est un levier de motivation très important. Donc, la notion de développement de compétences, de projet, mais aussi développer cette culture du clan. Et bien évidemment, une startup qui a une activité qui est successful, comme on dit, et qui sur la durée se pérennise, va avoir aussi besoin d'augmenter son hiérarchique parce qu'après, elle doit venir consolider ses fondamentaux. D'accord? Deuxième modèle d'affaires, ça va être un groupe industriel. On voit qu'on est dans une proportion un petit peu plus équilibrée, mais de nouveau avec deux cultures majoritaires qui sortent du lot. La notion de hiérarchique, parce que comme je vous le disais, on produit un service, on produit un objet ou quelque chose de fini, donc on a besoin d'avoir des normes de qualité qui sont élevées, mais aussi un positionnement clair dans le marché parce qu'on n'est pas le seul acteur. Donc on doit être compétitif, on doit être rentable, on doit dégager de la marge, donc on a ce besoin-là. Après, bien sûr qu'il faut un peu d'innovation aussi, parce qu'avoir le produit miracle qui fonctionne bien et qui est bien positionné, ça ne dure pas dans le temps de manière éternelle. Et on a aussi besoin d'avoir cette culture clanique, mais on le voit de manière moins représentative avec seulement 14%. Alors ça, c'est juste pour imaginer un petit peu quel serait le diagnostic si vous deviez faire le test dans vos entreprises. Bien évidemment que chaque entreprise va avoir un résultat qui est un petit peu différent d'une société à l'autre. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de faire le test en se disant, OK, moi, en tant que chef d'entreprise, en tant que manager, comment je perçois mon entreprise, mais comment le perçoivent aussi mes collaborateurs. Et des fois, c'est là où on peut avoir des différences de perception entre les uns et les autres. D'accord?
Finalement, je vous le disais, parlons des cultures face au changement. On l'a déjà un petit peu évoqué. Peut-être pour varier les plaisirs, commençons par la culture clanique. Euh, Face au changement, ils vont avoir le souci du bien-être des gens, ils vont avoir le souci de considérer leurs équipes, et donc ils vont avoir tendance peut-être, les chefs d'entreprise, à ralentir ce changement pour pas désécuriser et déstabiliser les personnes qui travaillent dans ces entreprises claniques. D'accord? Donc, je dirais, les populations de collaborateurs qui se retrouvent dans ces entreprises claniques, ce qu'ils cherchent, c'est de la stabilité. Et quand on arrive avec du changement, bah, ça désécurise. Et ça, c'est important en tant que chef d'entreprise de le comprendre, parce que des fois, on a visionnaire, on a envie d'amener l'entreprise vers davantage de compétitivité, davantage de présence sur le marché, mais on ne peut pas laisser sur le bord de la route nos équipes. Donc, qu'est-ce que ça présuppose? Beaucoup de communication, rassurer, être présent, expliquer le pourquoi. Je vous montrais au tout début en introduction sur cette slide la notion de sens, de vision. C'est très important de dire pourquoi est-ce qu'on change tel processus. On le change parce que ça s'inscrit dans une démarche à long terme où on a envie de repositionner l'entreprise. Et ça, des fois, on a tendance un petit peu à le minimiser. Et dans la culture clanique, bah, il y a ce besoin de stabilité et du coup, ça demande beaucoup plus d'efforts et d'énergie pour réussir à embarquer les équipes. D'accord? Et c'est ça qui va être un levier de motivation. Mais si on ne fait pas ça, on va se retrouver heurté à des sensibilités qui vont nous dire ouais, on a toujours fait comme ça a très bien marché, ça fait 20 ans que je suis là, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait changer ça. D'accord? Et ça, c'est d'autant plus accentué encore maintenant avec le phénomène des nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail. Hein. Donc, réussir à faire le joint et bien communiquer pour les personnes qui sont là depuis des années, qui ont connu l'entreprise, et réussir à motiver aussi les nouvelles générations à être suffisamment dynamiques, c'est un joli casse-tête. Hein. D'accord. Les entreprises hiérarchiques, face au changement, comme je vous le disais, elles peuvent bloquer si les principes fondateurs sont remis en cause. Si on vient toucher de nouveau à cette notion de qualité parce qu'on a envie de faire plus et un tout petit peu moins bien. D'accord? Donc, elles vont vraiment chercher le fondement logique. Hein, c'est un peu le côté rationnel. A plus B, pourquoi est-ce qu'on entreprend cette chose? On veut changer de système informatique? Ouais, j'entends, ça fait du sens, mais en fait, vous nous changez un système informatique, puis derrière, on perd 25 minutes de plus pour traiter chaque dossier. Quand on est dans la culture du hiérarchique, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir les arguments parce qu'il faut être béton quelque part sur ce qu'on va mettre en production, par exemple. Et si ce n'est pas le cas, bah, on va avoir des blocages. D'accord? Dans la culture du marché, face au changement, je dirais c'est quelque part plus simple à mener parce qu'on a toujours en ligne de mire cette notion de comment dire ça, de productivité. Mais si les changements dans les entreprises sont trop, touchent trop à des aspects émotionnels, on va avoir de la peine à gérer ça. On peut imaginer des situations où il y a des levées de boucliers de la part des collaborateurs. Ben, une direction qui est très marchée, elle ne va pas avoir les bons mots pour rassurer ses équipes. Donc, c'est comme je vous disais, vouloir aller trop vite non plus, ce n'est pas quelque chose de constructif. Donc, c'est important de bien comprendre ça. D'accord? Mais ils vont être capables de réagir assez rapidement parce qu'ils travaillent avec des indicateurs clés qui font qu'on arrive très rapidement à se rendre compte si oui ou non il y a lieu d'ajuster quelque chose. Et pour terminer, je les prends à la fin, parce que je pense que vous l'avez compris, c'est la culture qu'adore vivre dans le changement. Alors des fois, on l'a évoqué peut-être trop, d'accord? Cette notion d'adocratie, c'est des agents du changement, ils vont vraiment prôner cet élément comme un état naturel. Par contre, où ça pourrait être un frein, c'est si le fait de changer nécessite trop de processus et de trop remettre l'accent sur des choses orientées controlling et process qui ne vont pas être source de motivation pour les équipes. D'accord? Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de la manière de réagir des entreprises face au changement. Je vous mets à l'écran je dirais quelques exemples pour que ce soit parlant, qui pourraient justifier finalement qu'une entreprise, elle doit procéder à des ajustements. Imaginons une société qui connaîtrait l'arrivée d'un nouveau concurrent agressif sur le marché. Nous, on a toujours travaillé dans la relation de confiance avec nos clients, ils nous connaissent bien, ils sont loyaux, fidèles, etc. On a un savoir-faire qui est unique et tout. Oui, d'accord. Puis tout d'un coup, il y a une entreprise qui arrive, elle a une politique de prix un peu plus agressive, elle se permet de débaucher vos clients alors que vous aviez une sorte d'agreement de concurrent parce qu'on était plutôt clanique, etc. Qu'est-ce qu'on doit faire et comment est-ce qu'on doit réagir face à ça? Eh ben, on doit être capable d'aller augmenter un petit peu notre capacité marché si on est très orienté sur le clan, par exemple. Ça veut dire soit même aussi réfléchir à une stratégie un petit peu plus agressive, communiquer davantage auprès de nos clients, aller les fidéliser, les trouver, etc. D'accord?
Il pourrait y avoir aussi changer une mauvaise réputation de service à la clientèle. Parce que comme tout le monde le sait, quand tout va bien, on dit rien, mais dès qu'on fait un petit pas de travers, bah, souvent ça laisse beaucoup plus de traces que quand tout fonctionnait bien. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tirer notre côté adocratique et aller adapter notre communication, se rendre plus visible, soigner la relation avec nos clients, donc prendre le temps de leur téléphoner, aller manger avec, discuter avec eux, rassurer, en expliquant aussi ce qui s'est passé. Donc, augmenter ce côté, je dirais, vraiment relationnel. L'autre exemple, une entreprise qui serait dans un domaine d'activité où des normes légales viendraient impacter de manière assez sévère son marché. On parle beaucoup de l'introduction de nouvelles normes en matière d'écologie, d'éco-responsabilité en Europe, où les entreprises en Suisse, si elles travaillent avec des prestataires européens, devront être capables de montrer patte blanche sur la manière qu'elles ont de produire leurs biens et leurs services. Ben ça, on peut imaginer qu'une entreprise qui n'est pas très orientée process, ça peut être une source importante de remise en question et qu'elle aura matière à aller, je dirais, développer son orientation hiérarchique, en tout cas pendant une certaine période, pour pallier à cette exigence. D'accord. Et finalement, si on a une crise majeure due à des mauvais résultats répétitifs, bah, il y aura lieu aussi d'aller retravailler avec les équipes, d'expliquer les pourquoi et d'augmenter de nouveau cette culture du marché pour essayer de se fixer des objectifs et de pouvoir renverser, entre guillemets, la vapeur. D'accord. Donc, tout ça pour vous dire que la question, elle est un peu rhétorique. Hein. Je n'ai pas le droit de trop interagir avec vous comme il y a des gens qui sont en présentiel, mais est-ce qu'il existe, à votre avis, un modèle de culture d'entreprise idéal? Pas vraiment. C'est quelque chose qu'on doit constamment être capable d'adapter, la culture d'une entreprise. On a un ancrage, mais en fonction de ce qui se retrouve dans notre environnement, on doit être capable de s'ajuster. Ça veut dire que si on a une situation qui est trop polarisée, l'exemple de la start-up que je vous montrais, comment est-ce qu'on réagit quand tout d'un coup on a des aspects beaucoup plus d'ordre humain ou relationnel à gérer, par exemple? D'accord. Donc non, la réponse c'est il n'y a pas de modèle de culture idéal, mais par contre on doit être capable d'être agile et de développer notre culture d'entreprise en fonction des enjeux et de la stratégie, ce qui me permet de raccrocher le wagon par rapport à ce que je vous présentais au départ. Donc, de vraiment être en phase avec notre raison d'être, notre vision stratégique et en fonction de notre vision stratégique, de mettre plus ou moins d'énergie pour développer cette culture d'entreprise. Et ça va être le garant aussi de votre marque employeur. Parce que cette culture d'entreprise, c'est ça qui va être source de motivation, d'implication, mais aussi d'image de marque à l'extérieur. D'accord. Donc, c'est important d'être conscient de l'impact de cette culture d'entreprise, de se prendre un peu de recul peut-être pour réfléchir à comment est-ce qu'on est positionné aujourd'hui, quel est l'ADN qui va ressortir le plus et qu'on a envie de garder sans avoir tendance à minimiser les autres aspects. D'accord. Donc voilà, on arrive au terme de cette présentation. C'est un petit teasing, hein. Bien évidemment, c'est un sujet qui est vaste, qu'on peut vraiment traiter de manière beaucoup plus profonde. Ce qui est intéressant dans l'étape d'après, c'est de se dire, OK, une fois que j'ai fait le diagnostic, c'est ce qu'on va vous proposer de faire au moyen d'un petit test QR code. Vous aurez la possibilité de télécharger un questionnaire qui vous permet d'avoir une visibilité où est-ce que vous vous situez. C'est de dire, bah, est-ce que cette photographie me plaît et est-ce que j'ai envie, quelque part, comment dire ça, de faire évoluer en tant que chef d'entreprise ma culture ou ma culture d'équipe, parce que c'est valable aussi au niveau du management. Et si oui, bah, quel type de mesures je peux déployer pour aller quelque part satisfaire ces besoins d'évolution. D'accord. Et ça, c'est des choses que l'on peut bien évidemment après accompagner, faire de manière collaborative pour impliquer les gens. Et ça sera d'autant plus important de le faire si on est dans une culture du clan, parce que les gens seront sensibles à se sentir intégrés dans ces changements-là. D'accord. Donc voilà, j'espère que j'ai respecté le timing, Cédric. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis bien évidemment qu'on laisse à présent place à vos questions. Merci beaucoup, Je dois Joanne. libérer la caméra. Vous pouvez la fixer, ouais. C'est-à-dire comme ça, la même chose. Ouais. Voilà, parfait. Voilà. Très bien. Reste à côté de moi. Oui. Donc, merci beaucoup déjà. Je pense qu'on peut applaudir Joanne. Ça permet aussi de montrer aux gens qui sont en ligne qu'il y a vraiment du monde dans la salle, qu'on n'est pas que les deux. On refait un coup donc, alors. Voilà. Super.
Est-ce qu'il y aurait du coup des questions? On donne priorité aux personnes qui sont dans la salle. Sinon, j'ai 3 questions sur le chat. Est-ce que quelqu'un aimerait briser la glace? Je vais le faire moi alors pour commencer. Le premier élément, première question, c'était de savoir finalement comment est-ce qu'on doit communiquer cette culture d'entreprise. Est-ce qu'il faut la communiquer Bien sûr. à l'interne, à l'externe? Est-ce qu'il y a quelques petits trucs et astuces pour le faire le plus efficacement possible? Oui, alors bien entendu. Bah, peut-être en anticipation, pour pouvoir la communiquer, il faut déjà bien la connaître. Et ça, c'est une démarche que l'on fait, c'est d'impliquer les équipes dans, je dirais, ce diagnostic finalement. Hein, ça peut être un bon moyen. C'est de dire, bah, on vous donne la parole, votre avis, il est important pour nous et on a envie de savoir comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça. Et ensuite, évidemment, que ça fait sens. Alors après, le format, bah, ça dépend un peu de la taille aussi d'une entreprise, hein, mais ça peut être, dans le cadre d'une séance de fin d'année, de rappeler bah, quelle est notre raison d'être, si c'est des choses sur lesquelles on a retravaillé, de retransmettre finalement les résultats de cette enquête et surtout, comme je disais tout à l'heure, de raccrocher le wagon en disant aux gens, bah, si on est aujourd'hui positionné de la sorte et qu'on a envie d'évoluer vers davantage de marchés, par exemple, bah, de l'exprimer, de le légitimer et d'expliquer en quoi ça va être impactant pour les gens et surtout de les accompagner en disant, bah, si vous voulez, dans les actions concrètes qu'on va déployer, vous allez avoir votre rôle à jouer. On va faire ça avec vous. Et ça, je pense que c'est vraiment la clé. Parce qu'on ne peut pas décréter un changement de culture d'entreprise tout seul dans son bureau puis s'attendre à ce que ça fonctionne derrière sans impliquer les équipes. Et ça prend du temps. Je ne vous l'ai pas dit, mais changer une culture d'entreprise ou en tout cas la faire évoluer, je prends souvent l'exemple du clan qui bascule vers plus de marché parce que c'est quand même ce qu'on observe majoritairement dans les entreprises. Bah, ça ne se décrète pas. On met peut-être plus de process un petit peu pour arriver à plus de rentabilité, on a plus d'indicateurs, on a plus d'objectifs et petit à petit, on devient plus compétitif. Mais c'est à peu près ça dépend des cultures, mais dans du clan, on va être entre 3 et 5 ans pour vraiment voir comment est-ce que l'entreprise elle a pris ce virage et comment est-ce qu'elle a pu évoluer sans laisser trop de monde sur le bord de la route. Parce que ça, c'est hyper important. Très bien. Merci. Vous parliez de quelqu'un qui peut éventuellement, qui ne devrait pas décréter une culture d'entreprise. L'autre question, c'est qui est finalement le garant de cette culture d'entreprise, du fait qu'elle évolue peut-être? Est-ce que c'est forcément la directrice ou le directeur ou Non. c'est Ben, plus large? comme je vous le disais, c'est plus large. L'exemplarité, elle est à tous les niveaux. Ça passe au niveau d'un conseil de fondation ou d'un conseil d'administration où on doit être en phase. Ça passe au niveau d'une direction, mais c'est aussi au niveau du management et, in fine, au niveau des collaborateurs. Quand on accompagne ces changements de culture d'entreprise, on travaille notamment sur les engagements des cadres pour faire vivre la culture d'entreprise, mais aussi sur les engagements des collaborateurs pour faire vivre la culture d'entreprise. Les valeurs, c'est un très bon exemple. On peut, dans sa tour de verre, les décréter, puis se dire, ah, c'est super, j'ai des valeurs pour mon entreprise, c'est génial. Puis vous allez dans les équipes et on va vous dire, non, mais nous, ces valeurs, on ne les vit pas du tout, en fait. Et pour pallier à ça, le meilleur moyen, c'est d'impliquer les gens en disant, OK, on a la valeur de créativité ou d'innovation dans notre entreprise, bah, comment ça se vit au quotidien chez vous? C'est quoi les actes concrets? On parle de choses très terrain, hein. Moi, je suis très pratico-pratique, hein. Donc, c'est avec les équipes, avec des post-it, qu'est-ce qu'on fait pour faire vivre la créativité? Ah, mais on fait des stand-up meetings 2 fois par semaine où on fait des séances en marchant parce que ça nous permet de sortir de notre moule et puis de penser à des choses, et puis etc. Donc, c'est vraiment d'impliquer les équipes concrètement pour le faire. Très bien. Merci beaucoup. Encore une question en ligne. Oui, ça se précipite dans la salle, c'est Ah, très bien. voilà. Bonjour, Tulipan Zringer. J'ai une question par rapport au recrutement et aussi l'intégration de nouveaux employés. Qu'est-ce que vous conseillez comme manière d'évaluer si une personne sera un fit? Parce que là, on se voit que quelques fois avant que la personne commence. Et combien de temps on donne à une personne de s'intégrer? Et est-ce qu'au bout d'un moment, on dit non, c'est stop, et on fait ça dans les 3 premiers mois ou on donne une année? Alors, vous me tendez une perche énorme, je ne peux pas m'empêcher de saisir. Mais effectivement, je pense qu'en entretien, ce qui va être important, c'est de sonder quelles sont les valeurs du collaborateur, mais c'est surtout aussi de connaître ce que soi-même on a à offrir. Parce que le but, ce n'est pas de faire du greenwashing, puis de faire miroiter qu'on a une culture d'entreprise, etc. Et puis que quand on passe la porte, puis qu'on vit 3 mois dans l'entreprise, on se rend compte que ce n'est pas vrai. Donc, je pense qu'un élément clé, c'est d'être garant de cette marque employeur et qu'elle soit authentique. Ça, c'est la première chose. Quand je disais que vous me transmettez une perche, c'est qu'un bon moyen de vérifier que le candidat potentiel a
finalement, l'ADN qu'on recherche, c'est de lui faire passer des outils psychométriques, notamment, qu'on utilise. Je vous parlais de ces profils pour faire le diagnostic. C'est des outils qu'on utilise régulièrement quand on fait de l'assessment. Ça permet de voir, forcément, quand on a une culture marché, si on recrute des managers claniques, il va y avoir une petite erreur de casting. Alors après, si on en est conscient et qu'on a envie de faire évoluer la personne, c'est un fait. Mais si on le découvre a fortiori pendant le temps d'essai, automatiquement, on va créer de la frustration de part et d'autre. Donc après, c'est toujours une question de dosage. Je reviens là-dessus. Si le gap est minime, on est dans une société aujourd'hui avec une pénurie de personnel où trouver le mouton à 5 pattes qui va remplir toutes les cases, on ne va pas y arriver. Mais si on s'aperçoit qu'on est diamétralement opposé par rapport à ce qui nous caractérise, là, je pense que ça donne les clés pour prendre la décision. Mais avoir ce regard éclairé, justement, bien connaître notre entreprise, notre valeur ajoutée, comment est-ce qu'on fonctionne et aller chercher ça en entretien de recrutement auprès de nos candidats, c'est vraiment un gage, je dirais, de bonne adéquation entre le profil de la personne et ce qu'on a à lui offrir en place. Ça répond à votre question? Super, merci. Je reprends encore une question en ligne. Quelqu'un qui se demande, c'est une question fermée, donc ça devrait aller assez vite. Alors, doit-on vraiment verbaliser la culture d'une entreprise ou est-ce qu'elle pourrait être innée ou sous-jacente? Est-ce qu'il faut vraiment se dire, ouais, moi je suis à 60% clanique ou est-ce que pour vous, ouais, c'est obligatoire de faire ça? Non, ce n'est pas obligatoire, absolument pas. Je m'arrête à une question très fermée. Vous en voulez un petit peu plus? Vous pouvez rajouter une phrase. Ouais. Non, ce n'est pas obligatoire. Je pense que, bien entendu, on n'est pas dogmatique. Ça donne des éclairages et ça reste que des outils d'aide de faire ça. Si vous n'avez pas envie de changer de culture, je ne pense pas que ce soit nécessaire d'afficher le graphique en disant on est tant de pourcents, tant de pourcents. L'examen que je propose ou cet état des lieux, c'est vraiment dans une optique où on se rend compte que notre environnement, il évolue, qu'on a des enjeux et qu'on doit y répondre. Et pour ça, je pense que c'est important de savoir d'où on part pour savoir où on va. Voilà. Mais bien évidemment que c'est ce que j'essayais d'exprimer avec ce petit nuage de mots au départ. La culture d'entreprise, c'est tellement de choses, que c'est tellement fin que c'est beaucoup de choses à la fois, donc c'est difficile de le décréter. Mais du coup, ça peut arriver dans des entreprises que certains employés pensent qu'ils sont complètement claniques et puis d'autres complètement adocratiques. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Ouais, je pense que et là, ça veut dire qu'il y a un souci ou... de nouveau, je ne veux pas être si tranchée, mais je pense qu'effectivement, si on a une majorité de population de collaborateurs qui est clanique, puis qu'on vit un changement dans un conseil d'administration ou de direction, parce que souvent c'est ça qui se passe, puis qu'on arrive avec une nouvelle philosophie qui est beaucoup plus orientée sur la performance, là, je pense que ça fera sens de communiquer. Oui, on veut aller là, et voilà pourquoi on veut aller là. Parce qu'on a des enjeux et il faut être transparent. On a des enjeux de pérennité d'activité, on a besoin de dégager plus de marge pour pouvoir payer nos salaires à la fin du mois. Je parle pour une PME, mais c'est ça la réalité. Mais ce qui est important, juste peut-être encore pour ajouter un complément, communiquer le diagnostic de la culture, pas obligatoire. Par contre, communiquer sur notre raison d'être, nos valeurs et notre vision, ça, je ne démords pas. Ça, c'est hyper important. Okay. Ça veut dire que pour répondre à la question, ce n'est pas forcément verbalisé, mais c'est en tout cas ressenti. Quoi. Exactement. Même si on n'a pas les mots exacts voilà, dessus. Pour dessus. Mais le fait de faire ce diagnostic, ça permet de mettre des mots là-dessus. Je prends encore une question en ligne pendant que la salle réfléchit toujours beaucoup. Quelqu'un qui se demande comment déterminer quelle est la structure, quelle est la culture d'entreprise entre guillemets parfaite dans un cas de figure. Comment vous faites, j'imagine, est-ce que c'est en fonction du domaine d'activité, du type d'entreprise, on l'a vu, mais est-ce qu'il y a des scénarios finalement qui peuvent être déterminés à l'avance? J'aime pas ça, non. J'aime pas les scénarios déterminés à l'avance. Ce qu'on fait pour être très précis dans ce genre d'accompagnement, c'est qu'on va travailler avec des outils d'analyse en amont où on implique en fait les gens de l'entreprise pour mener la réflexion. Pour vous donner un exemple, on utilise un outil qui s'apparenterait à une SWOT, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, couplé avec une analyse des 7 S de McKinsey où on va venir regarder est-ce qu'en termes de structure, de valeurs partagées, de compétences, d'organisation, etc., comment est-ce qu'on se positionne en termes de force et de faiblesse. Parce qu'on a toujours les deux côtés de la barrière. Et par rapport à ces faiblesses potentielles, quels seraient les enjeux que l'on a? Et là, on peut faire le lien aussi avec l'environnement, le macro-environnement de l'entreprise, de se dire, l'exemple d'avoir une législation qui change, j'ai beau mettre toute l'énergie, ce n'est pas moi qui vais faire changer la donne. Donc, je subis, entre guillemets, ça. Donc, ça, c'est aussi des éléments qu'on peut analyser en termes plutôt de risques et d'opportunités. Donc, c'est ce qu'on fait en règle générale, c'est qu'on fait ce travail
préparatoires pour faire émerger ces constats, pour avoir une vision finalement de quels sont les défis majeurs de l'entreprise. Puis en fonction de ça, on vient se dire, tiens, face à ces défis-là, on aurait matière à développer telle ou telle orientation culturelle parce que oui, on va avoir un changement législatif, on va avoir l'arrivée d'un nouvel acteur, on a l'intelligence artificielle qui amène beaucoup de remises en question dans les équipes. Qu'est-ce qu'on a envie de développer et comment est-ce qu'on a envie de se positionner demain? Et pour ça, est-ce qu'on doit monter notre culture marché pour pouvoir anticiper? Est-ce qu'on doit être plus dans l'innovation parce qu'on a un super produit, mais il a fait son temps? Et ça, c'est vraiment lié à l'analyse de l'entreprise à l'interne et à l'externe. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y aurait une dernière question dans la salle? Soyez pas En timide. ligne, ça n'a pas l'air d'être le cas. Si ce n'est pas le cas, je vous remercie Merci encore une fois pour la présence. Je pense qu'on va réapplaudir une dernière fois. Pour conclure, donc, je vais prendre congé des personnes qui sont en ligne. Je vous donne rendez-vous au mois de septembre pour une prochaine InnoVibes à monter cette fois ou toujours en ligne, bien entendu. Et d'ici là, je vous souhaite déjà un bel été, chaud en tout cas, et au plaisir de vous recroiser en ligne ou en présentiel. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir et merci beaucoup. Je ne sais pas si je peux leur parler. Allez-y. Alors, j'y vais. Merci beaucoup à toutes et à tous, en tout cas, pour votre attention et pour l'interaction qu'on a eue au travers de ces questions qui étaient très enrichissantes et au plaisir de vous recroiser à une autre occasion peut-être. Merci beaucoup. Au revoir.